Imagine une salle pleine de gens bavards, un coin tranquille. Et là, un homme ou une femme silencieux, regard perdu dans un monde invisible. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un mécanisme. Ceux qui pensent profondément ne parlent pas pour remplir l'air, ils parlent pour construire des ponts entre des idées invisibles. Le silence, pour eux, n'est pas un vide, c'est un espace fertile, et ce n'est pas nouveau. Nietzsche marchait seul dans les montagnes. Newton observait une pomme tomber, chacun dans sa bulle à distance du tumulte. Alors pourquoi ce retrait? Parce que pour ceux qui pensent vite, le monde va trop lentement. Un jour, j'ai rencontré un professeur de physique théorique. Brillant. Mais il fuyait toutes les réunions sociales. Il me disait: j'ai besoin d'entendre mes idées sans bruit parasite. Ce n'était pas du mépris, juste une manière de rester fidèle à sa pensée. Et si finalement, cette distance n'était pas un repli, mais une manière de mieux voir? Ceux qui marchent à contre-courant, ce ne sont pas toujours les marginaux. Ce sont parfois les éclaireurs. Il y a quelque chose de presque sacré dans le silence. Pas le silence gênant, celui qu'on remplit vite d'un mot inutile. Non, je parle de ce silence dense, où les pensées surgissent comme des bulles qu'on n'avait jamais vues remonter à la surface. Pour certains, ce silence est angoissant. Pour d'autres, il est vital. L'esprit qui pense vite, profondément, a besoin d'espace, d'un vide mental où les idées peuvent se développer sans heurts. Les discussions du quotidien, souvent légères, parfois bruyantes, viennent bousculer ce calme intérieur. Elles imposent un rythme, une forme, une contrainte. Et dans cet embouteillage verbal, il devient difficile de penser vraiment. C'est un peu comme essayer de composer une symphonie dans une gare bondée. On entend des notes, mais jamais la mélodie complète. Einstein, ce n'était pas juste des équations, c'était une oreille intérieure. Il disait que la monotonie d'une vie tranquille favorisait la créativité. Ce n'est pas la solitude qui l'attirait, c'est l'écho qu'il y trouvait. Chaque pensée mérite un espace pour se poser, s'étirer, respirer. Et cet espace, dans notre monde pressé, il faut parfois le conquérir de force. Il y a des gens qui ont des éclairs d'idées en pleine nuit, pas parce que la nuit est magique, mais parce que c'est le seul moment où tout le reste se tait. Le téléphone ne sonne pas. Personne ne leur demande de répondre, de sourire, d'être disponible. C'est là que la pensée brute surgit, sans maquillage. Mais il y a un piège. Aujourd'hui, penser en silence est presque un acte de résistance. On valorise le multitâche, la disponibilité permanente, la parole continue. Pourtant, combien d'idées géniales sont mortes dans le vacarme ambiant, étouffées avant même d'être formulées? Il ne s'agit pas d'être asocial ou fermé au monde. Il s'agit de créer un sanctuaire temporaire pour l'esprit. Un endroit, réel ou mental, où tout ce qui distrait est mis de côté. Là, les idées cessent de courir pour s'aligner. Et ce moment, rare et précieux, devient la matrice de quelque chose de plus grand. Alors, la question se pose. Pas aux autres, à toi. Quand as-tu vraiment écouté ta pensée? Pas ton dialogue intérieur nerveux, ta pensée profonde, celle qui n'a pas encore mis de mots sur ce qu'elle pressent. Peut-être est-elle encore là, en attente de silence. Tu te souviens de ces remarques quand tu étais enfant? Allez, dis bonjour, souris un peu plus. Tu devrais t'ouvrir aux autres. Elle venait peut-être d'un parent bien intentionné, d'un enseignant, d'un ami. Et peu à peu, l'idée s'est glissée en toi. Être calme, c'est être bizarre. Rester dans son coin, c'est louche. Penser avant de parler, c'est suspect. Mais il faut le dire clairement. L'introversion n'est pas une anomalie sociale. Ce n'est pas un bug dans le programme humain. C'est un fonctionnement tout aussi légitime que l'extraversion. Carl Jung, le premier à mettre des mots clairs sur tout ça, voyait dans l'introverti quelqu'un qui puise son énergie en lui-même. Et cette énergie-là est souvent silencieuse. L'introverti n'est pas celui qui déteste les autres. C'est celui qui ne veut pas se perdre dans les autres. Il ne cherche pas à briller dans la foule, mais à éclairer de l'intérieur. Et dans ce monde où la visibilité est devenue une vertu, cette discrétion semble étrange, voire suspecte. Mais pourquoi faudrait-il s'excuser d'aimer le calme, de préférer une conversation à deux à une fête bondée, de ressentir que le vacarme épuise là où le silence recharge? Les personnes très intelligentes se retrouvent souvent du côté des introvertis, pas parce qu'elles veulent fuir le monde,
mais parce qu'elles ont besoin de temps pour digérer ce qu'elles perçoivent. Leur esprit tourne vite, mais pas en surface. Il plonge, et plonger prend du temps. Dans une discussion rapide, où tout le monde rebondit sans écouter vraiment, ces esprits-là se taisent. Pas par manque de mots, par respect pour leurs propres pensées. Et c'est là qu'apparaît le malentendu. Leur silence est pris pour du retrait. Alors qu'en réalité, c'est une forme de présence. Une présence lucide. On a tendance à oublier que parler, ce n'est pas toujours communiquer, et que certains se connectent mieux par le regard, par l'observation, par la lente construction d'un échange sincère. L'introverti ne veut pas mille contacts, il en veut un vrai. Alors non, ce n'est pas un défaut de vouloir être seul de temps en temps. Ce n'est pas une faiblesse de préférer l'essentiel à l'agitation. C'est peut-être même une force, celle de rester fidèle à soi dans un monde qui valorise trop souvent l'apparence au détriment de la profondeur. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une rue où chaque détail crie. Les néons clignotent sans rythme. Une sirène hurle au loin. Des panneaux publicitaires saturent ton champ de vision. Des conversations t'entourent, sans lien entre elles. Tu essaies de marcher, mais chaque bruit, chaque geste, chaque lumière entre en collision avec ton esprit. Bienvenue dans le quotidien d'un esprit hypersensible. Ce n'est pas qu'il voit plus de choses que les autres, c'est qu'il ne peut pas ne pas les voir. Un ton de voix trop tendu, une remarque maladroite, un soupir contenu, tout est capté, analysé, ressenti. Rien ne glisse. Tout s'imprime. Il ne s'agit pas d'une faiblesse. Ce n'est pas être trop sensible, comme on le reproche parfois avec un sourire moqueur. C'est vivre avec une antenne intérieure toujours en alerte, un système nerveux qui refuse de s'anesthésier. Pour beaucoup, ce type de perception semble invivable. Pourtant, pour certains esprits brillants, c'est la norme. Être brillant, ce n'est pas seulement réfléchir vite, c'est souvent ressentir plus fort. Les émotions ne sont pas juste des passants, elles deviennent résidents permanents. Et cette intensité intérieure, quand elle est confrontée à une société bruyante, hyper connectée, toujours pressée, devient vite une source d'épuisement. Un dîner entre collègues, pour certains, c'est une pause. Pour une personne hypersensible, c'est un terrain miné. Trop de voix à gérer, trop de stimulation, trop de codes sociaux à décrypter. Alors que les autres repartent en léger, elle repart vidée. On pourrait croire qu'elle est distante, qu'elle n'aime pas les gens. Mais ce n'est pas une affaire de goût. C'est une affaire de seuil. Son système perçoit tout. Il n'a pas de filtre. Et dans un monde où l'on valorise la rapidité, la réaction, la performance, cette capacité d'absorption devient un handicap invisible. Ceux qui vivent ainsi apprennent à se préserver. Ils évitent les foules, non pas par misanthropie, mais par nécessité. Ils chérissent les silences, les moments sans stimulation, les espaces épurés. Ce ne sont pas des fuites, mais des refuges. Là où d'autres se divertissent, ils se reconstruisent. Dans un monde qui parle fort, ils écoutent. Dans une société qui court, ils observent. Et c'est peut-être là, dans cette sensibilité extrême, que naît leur intelligence profonde. Une intelligence qui, pour s'exprimer pleinement, a besoin de calme. Non pas de confort, de calme. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec un sourire qui tentait de masquer une lassitude profonde. Tu sais, j'ai arrêté de parler de ce qui me passionne. Les étoiles, les trous noirs, l'expansion de l'univers, ça n'intéresse personne. C'était un astrophysicien, brillant, curieux, isolé. Pas parce qu'il voulait l'être, mais parce qu'il ne trouvait plus d'oreilles incapables d'écouter sans bâiller. Ce qu'il exprimait, c'était cette frustration silencieuse que beaucoup d'esprits profonds finissent par ressentir. Ce n'est pas le manque de conversation qui pèse, c'est l'absence de résonance. On parle de la pluie et du beau temps, on échange des banalités avec politesse, mais on évite tout ce qui demande un peu de profondeur, comme si creuser était devenu impoli. Alors ces personnes qui aiment réfléchir, explorer, remettre en question, finissent par se taire. Non pas parce qu'elles méprisent le monde, mais parce que le monde, souvent, ne leur renvoie rien. Ce n'est pas de la solitude choisie, c'est une déconnexion progressive, une distance qui s'installe entre ce qu'elles aimeraient partager et ce que les autres semblent pouvoir ou vouloir recevoir. Il y a ce mur, invisible, entre eux et les autres. Un mur fait d'indifférence polie,
de sourires rapides, de regards vides quand ils abordent un sujet qui les anime. Et ce mur ne se construit pas d'un coup. Il se bâtit pierre après pierre, chaque fois qu'un enthousiasme est accueilli par un silence gêné, chaque fois qu'un élan sincère se heurte à l'incompréhension. Ils finissent par adapter leur discours, à parler moins de ce qui compte, plus de ce qui passe. Ils deviennent habiles à jouer le jeu, mais à l'intérieur, quelque chose s'étiole. L'enthousiasme devient discret. L'élan se fait timide. Et parfois, même entre amis, ils se sentent seuls. Ce n'est pas qu'ils veulent moins de monde, c'est qu'ils rêvent de connexions plus vraies, des échanges où l'on ose aller au fond, sans peur d'être jugé, des dialogues où la curiosité remplace la compétition, où l'on écoute vraiment. Pas juste pour répondre, mais pour comprendre. Et c'est là que naît cette impression étrange. Être au milieu des autres, mais ailleurs. Présent physiquement, absent intérieurement. Non pas par fuite, mais par manque d'ancrage. Ils ne demandent pas qu'on les admire, juste qu'on les entende. Et dans ce simple souhait, il y a toute la beauté et toute la douleur d'un esprit qui cherche un écho. Il y a une différence subtile, presque imperceptible au début, entre le silence que l'on cherche et celui qui s'impose à nous. Le premier apaise, le second pèse. Pourtant, vu de l'extérieur, ces deux états se ressemblent. Une même porte fermée, une même absence dans les fêtes, un même regard plongé ailleurs. Mais à l'intérieur, l'histoire n'est pas la même. La solitude choisie a quelque chose de noble. C'est une retraite, un sanctuaire. L'esprit y trouve de l'espace pour s'étirer, pour créer sans jugement, pour entendre enfin ses pensées dans le calme. Certains y trouvent leur génie, leur équilibre. C'est le silence qui soigne, qui aligne. Mais parfois, ce silence devient plus lourd. Il ne vient plus d'un choix, mais d'une fatigue, d'une série de petites blessures invisibles. Trop de déceptions, trop d'efforts pour s'adapter, trop d'occasions ratées de se faire comprendre. Alors la solitude se referme. Elle n'est plus un espace, elle devient une muraille. Et cette muraille isole, lentement mais sûrement. Nikola Tesla, génie visionnaire, en est un exemple poignant. Toute sa vie, il a fui le tumulte, préférant l'obscurité des laboratoires à la lumière des salons. Mais au fil des années, ce choix s'est figé. Il n'y avait plus de pont entre lui et le monde. Juste une chambre d'hôtel, des papiers, des éclairs d'idées, et une solitude si dense qu'elle devenait presque palpable. Ce genre d'isolement commence souvent sans drame. On se dit « je vais prendre du recul ». Puis les jours deviennent des semaines, les semaines, des années. Et un matin, on se rend compte qu'on ne sait plus comment tendre la main, que même le besoin de partager s'est tu. C'est là que le piège se referme. Car plus on reste seul, plus on s'habitue à cette paix étrange. Et moins on supporte le bruit du monde. Mais ce silence trop long, trop compact, finit par étouffer ce qu'il était censé protéger. La clé n'est pas de rejeter la solitude, ni de la craindre. Elle peut être merveilleuse. Mais il faut veiller sur ses raisons, sur sa durée, sur ce qu'elle fait pousser en nous. Car parfois, ce n'est pas un jardin qu'elle cultive, mais une forêt où plus rien ne pousse. Et si on n'y prend pas garde, ce qui était un refuge peut se transformer en oubli. Dans la cour de récréation, il y avait toujours ceux qui parlaient moins fort, qui levaient la main avant même d'avoir entendu la question, qui prenaient toute la place sans même s'en rendre compte. Et puis, il y avait ceux qui observaient, qui réfléchissaient, qui pesaient leurs mots. Mais à l'école, ce deuxième groupe est rarement mis en lumière. Dès le plus jeune âge, on a instauré un modèle, celui de l'enfant sociable, dynamique, participatif. Et malheur à celui qui ne rentre pas dans le moule. Il est trop réservé. Il devrait participer davantage. Il manque d'assurance. Ces phrases-là, on ne les oublie pas, parce qu'elles ne décrivent pas un comportement. Elles insinuent un défaut. On n'apprend pas à un enfant introverti à se comprendre. On tente de le remodeler, à coups de jeux de groupe, d'exposés forcés, de remontrances voilées. On le pousse vers l'extérieur en lui faisant croire que c'est là que se trouve la validation. Et au passage, on étouffe une précieuse singularité, celle d'un esprit qui, au lieu de s'éparpiller, se concentre. Qui, au lieu de parler pour exister, pense pour se construire. Carl Jung l'avait bien compris. L'introversion n'est pas une faiblesse à corriger. C'est un type d'énergie, un rapport au monde. Vouloir réparer un introverti, c'est comme reprocher à un pianiste de ne pas faire du bruit avec une trompette.
Ce n'est pas le bon instrument, tout simplement. Et pourtant, la société ne lâche pas prise. Même adulte, on valorise ceux qui parlent le plus, souvent au détriment de ceux qui écoutent le mieux. Dans les réunions, dans les entretiens, dans les médias, le charisme est confondu avec le volume sonore. Résultat, beaucoup d'introvertis apprennent à porter un masque. Ils s'inventent un personnage plus souriant, plus bavard, plus socialement acceptable. Mais à quel prix? Ce masque coûte cher, il fatigue, il brouille les repères. Il crée une fracture entre ce qu'on montre et ce qu'on est. Et parfois, on finit par croire qu'on n'est effectivement pas assez extraverti, pas assez à l'aise, pas assez dans la norme. Mais ce qu'on appelle silence, chez un introverti, n'est souvent qu'un monde intérieur en ébullition. Ce qu'on prend pour de la distance est parfois une écoute intense. Ce qu'on juge comme un manque est, en vérité, une richesse invisible. Il ne s'agit pas de changer ces personnes. Il s'agit d'apprendre à les lire autrement. Et peut-être, enfin, de leur dire qu'il n'y a rien à réparer. Il y a des lieux qui ne font pas de bruit. Une pièce fermée, une table en bois, une lampe qui éclaire juste assez. Rien ne bouge, sauf l'intérieur d'un esprit en feu. C'est là, dans ce calme apparent, que naissent les idées qui changent le monde. Non pas dans le tumulte, mais dans la lente maturation d'une pensée qui, pour éclore, a besoin de silence. L'histoire des grandes inventions est jalonnée de ces moments d'isolement fécond. Les frères Wright n'étaient pas dans un laboratoire rempli d'ingénieurs. Ils étaient dans un atelier rudimentaire, avec du bois, des ailes et des heures de silence pour rêver ce qui n'existait pas encore. Einstein n'a pas élaboré la relativité générale entre deux réunions. Il l'a pensée, repensée, dans la solitude absolue d'un bureau où rien ne pressait. Le monde moderne nous vend l'idée que tout se fait à plusieurs, que le brainstorming est roi, que les meilleures idées viennent en réunion, à grand renfort de post-it et de café tiède. Mais certaines pensées ne supportent pas la foule. Elles demandent du recul, du vide, un espace où l'on n'a pas besoin de parler, mais juste de laisser se déposer ce qui tente de naître en soi. La solitude devient alors une matrice, un territoire vierge. Là, l'esprit cesse d'être en réaction pour devenir en création. Il n'essaie plus de répondre à l'autre, il commence à écouter ce qui monte de plus profond. Ce processus est fragile. Il ne supporte ni l'urgence ni l'agitation. C'est un silence qui féconde. Mais ce n'est pas un silence définitif. Ce n'est pas une fin en soi. Une idée née dans l'ombre doit ensuite affronter la lumière. Elle doit sortir, rencontrer d'autres idées, se confronter, s'affiner. Car la solitude peut engendrer, mais seul l'échange peut faire grandir. Il y a un équilibre subtil à trouver. Se retirer pour penser, puis revenir pour partager, comme un souffle. L'un ne va pas sans l'autre. Le problème, ce n'est pas la solitude, c'est de croire qu'elle suffit. Un esprit peut être brillant seul, mais il devient lumineux dans le dialogue. Créer, ce n'est pas fuir. C'est bâtir un pont entre le silence intérieur et le monde extérieur. Et ce pont, pour exister, doit reposer sur deux rives. Il arrive un moment où le silence devient si familier qu'il ne fait plus peur, où l'isolement n'est plus une pause, mais une habitude. Et quand cette habitude s'installe trop longtemps, elle peut durcir. Transformer la retraite en retranchement. C'est le danger discret, mais bien réel, de la tour d'ivoire. Certains esprits brillants, blessés par l'incompréhension ou lassés par la superficialité, finissent par se replier complètement. Ils se convainquent, parfois sans même s'en rendre compte, qu'ils ne trouveront jamais personne à leur hauteur. Que dialoguer, c'est gaspiller leur énergie. Que les autres ne peuvent qu'interrompre, ralentir ou diluer la profondeur de leurs pensées. Alors ils s'enferment, d'abord dans des silences choisis, puis dans des certitudes, jusqu'à ce qu'ils croient là qu'ils sont les seuls à vraiment voir clair, à vraiment comprendre. Et cette croyance, aussi séduisante soit-elle, est une illusion dangereuse, car elle isole plus encore que le silence lui-même. Elle coupe le lien, pas seulement avec les autres, avec soi aussi. Carl Jung l'avait anticipé. L'introspection est essentielle, mais elle ne peut pas exister en vase clos. Elle a besoin de mouvement, de contraste, de vie. Une pensée qui ne rencontre jamais de regard extérieur finit par se plier sur elle-même. À force de ne parler qu'à soi, on finit par oublier ce que c'est, dialoguer, écouter, apprendre. La tour d'ivoire est belle.
Elle offre de la hauteur, du recul, une vision panoramique, mais elle isole. Et surtout, elle fige. Car penser, ce n'est pas seulement construire des idées, c'est les confronter au réel, c'est les ajuster, les affiner. Et cela ne se fait pas seul. Il ne s'agit pas de renier la solitude. Elle est précieuse, mais elle doit être une base, pas une frontière, un lieu de ressourcement, pas une forteresse. Le véritable esprit brillant ne cherche pas un trône au-dessus des autres. Il cherche un pont, quelque chose qui relie sans trahir ce qu'il est. La sagesse, ce n'est pas de s'élever au-dessus, c'est de savoir redescendre, de revenir au contact, même quand c'est inconfortable. Parce que c'est là, dans cette tension entre soi et l'autre, entre le silence intérieur et le bruit du monde, que la pensée devient vivante. Ce n'est pas la solitude qui est un problème, c'est l'oubli de l'autre. Et personne, si brillant soit-il, ne grandit seul éternellement. On se pose souvent la mauvaise question. On se demande pourquoi les esprits brillants évitent les gens, les fêtes, les discussions de groupe, comme si c'était une anomalie, comme s'il fallait s'en inquiéter. Mais peut-être faudrait-il inverser la perspective. Ce n'est pas leur besoin de solitude qu'il faut interroger, c'est ce que le monde leur offre en retour. Pourquoi les conversations leur paraissent-elles vides? Pourquoi les liens se dessinent-ils si difficilement? Peut-être parce que la société actuelle valorise la rapidité, la légèreté, l'instantané. On parle pour répondre. On échange pour passer le temps. Et ceux qui veulent aller plus loin, plus lentement, plus sincèrement, se retrouvent à contre-courant. Ce ne sont pas des êtres froids ou hautains. Ils aiment le lien, mais pas n'importe lequel. Ils veulent de l'authentique, du vrai, du rugueux parfois, mais du vivant. Un regard qui ne survole pas, une parole qui creuse, un moment où l'on se sent vu, entendu, compris, même brièvement. La solitude pour eux n'est pas une fuite, c'est un ancrage, un espace pour se recentrer, pour trier ce qui les traverse, pour reconnecter avec ce qui compte. Ils y trouvent leur souffle, leur clarté, leur force. Et quand ils reviennent au monde, ils ne cherchent pas à se fondre, ils cherchent à offrir ce qu'ils ont trouvé. Ce retour, s'il est de respecter, peut être d'une richesse immense, parce que ce sont souvent eux qui remettent du sens dans l'agitation. Qui ose dire « et si on ralentissait? Et si on écoutait vraiment? Et si on se parlait pour de vrai, pas juste pour remplir l'air ?» Mais pour que ce retour soit possible, il faut une société qui sache accueillir la différence sans la corriger. Un monde qui sache qu'on peut aimer être seul sans être brisé, qu'on peut rester à distance sans être indifférent, et que parfois, le silence en dit plus que 1000 mots bien placés. Être seul, ce n'est pas être abandonné, c'est choisir en conscience un espace intérieur et apprendre à y vivre sans peur, à y créer, à s'y réparer, à s'y retrouver, et un jour peut-être à y inviter l'autre, non pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude, tranquillement, sincèrement, humainement. Ah, et un jour peut-être à y inviter l'autre, non pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude, tranquillement, sincèrement, humainement. Si ce genre de réflexion te parle, si tu fais partie de ceux qui pensent autrement, plus lentement, plus profondément, alors reste avec nous. Ici, on prend le temps d'explorer, de comprendre, de ressentir. Tu peux t'abonner pour ne rien manquer. Pas pour suivre, mais pour cheminer ensemble. Au rythme de ceux qui préfèrent le vrai au vite et le sens au bruit.